François Rabelais a été moine, puis médecin, mais c'est pour nous, avant tout, l'auteur majeur du XVIe siècle et le représentant de l'humanisme, resté célèbre à travers la figure de ses géants, Pantagruel et Gargantua. C'est sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier que Rabelais publie d'abord Pantagruel en 1532, puis en 1534, la vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel. C'est par le rire que Rabelais s'adresse à son lecteur, dès le départ, quel que soit le sujet qu'il aborde. Dans Gargantua, il traite de la guerre, du dogmatisme de la Sorbonne, de l'éducation. Mais dès le prologue, il avertit son lecteur de ne pas s'en tenir aux apparences. Comme chez Socrate, dont il fallait dépasser la laideur physique, ou comme avec les boîtes de Silène, il faut aller chercher au-delà de la laideur apparente la substantifique moelle de son livre. Dans le chapitre 13, intitulé « Comment Grand Gousier découvrit le merveilleux esprit de Gargantua à l'invention d'un torche-cul », cette double lecture est particulièrement présente. Le passage se situe au moment où Grand Gousier revient de la guerre. Il est alors ébloui par l'intelligence et l'inventivité de son fils, lorsque celui-ci lui expose comment il a découvert par lui-même le meilleur moyen de se torcher le cul. Notre fil directeur cherchera donc à montrer comment la scène du torche-cul parvient à dépasser la dimension comique liée au scatologique pour appeler à un nouvel idéal où corps et esprit cohabitent harmonieusement pour le bonheur de l'homme. On peut distinguer trois mouvements. Un propos logique, d'abord, puis le récit d'une expérimentation scientifique, et enfin, la conclusion de Gargantua. Il n'y a pas besoin de se torcher le cul, dit Gargantua, tant qu'il n'y a pas de souillure. La souillure ne peut pas y être si l'on n'a pas chié. Il nous faut donc chier avant de nous torcher le cul. Oh, dit Grand Gousier, que tu as du bon sens, petit garçonnet. Ces prochains jours, je te ferai passer docteur dans la gaie science des conteurs, pardieu, car tu as beaucoup de raisons pour ton âge. Aussi, poursuis ce propos torcheculatif, je t'en prie. Et, par ma barbe, au lieu d'une barrique, tu en auras 60 fûts. Je parle de ce bon vin breton qui n'est pas produit en Bretagne, mais dans ce bon pays de Véron. Je me torchai ensuite, dit Gargantua, avec un couvre-chef, un oreiller, une pantoufle, une gibecière, un panier. Mais, oh, quel déplaisant torche-cul. Puis, avec un chapeau. Et notez que des chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les autres en taffetas, les autres en satin. Le meilleur de tous est celui à poil, car il nettoie très bien la matière fécale. Puis je me torchai avec une poule, un coq, un poulet, avec la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, avec un sac d'avocat, un capuchon de moine, une coiffe, un leurre. Mais, pour conclure, je dis et je maintiens qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et croyez-moi sur mon honneur, car vous ressentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle facilement est communiquée au boyau du cul et aux intestins, jusqu'à parvenir à la région du cœur et du cerveau. Et ne croyez pas que la béatitude des héros et des demi-dieux, qui sont dans les Champs-Élysées, soit due à l'asphodèle, ou à l'ambroisie, ou au nectar, comme disent les vieilles d'ici. Elle est, à mon avis, due à ce qu'il se torche le cul avec un oison, et telle est l'opinion de maître Jean d'Écosse. La première réplique de Gargantua à son père peut choquer par la vulgarité des termes employés. On a deux fois torché le cul, ici et là. On a deux fois chié, ici et là. Donc on a un vocabulaire très trivial. Mais par contre, si on observe la phrase, on s'aperçoit qu'elle est très bien construite et qu'en fait, il s'agit de ce qu'on appelle communément un syllogisme. C'est quoi un syllogisme ? En fait, c'est une série de phrases qui sont composées de propositions qu'on appelle majeures et mineures. Plus connu des syllogismes étant « tous les hommes sont mortels », première proposition. « Or, Socrate est un homme », deuxième proposition. Donc, Socrate est mortel, conclusion. Eh bien, ici, c'est à peu près la même chose qui se passe. Première proposition, la majeure, il n'y a pas besoin de se torcher le cul s'il n'y a pas de souillure.
Bah oui, c'est évident. Deuxième proposition, la mineure, hein, celle qu'on appelle la mineure. La souillure ne peut pas y être si l'on n'a pas chié. Et enfin, pardon, la troisième, il nous faut donc chier avant de nous torcher le cul, et on a bien ici donc qui marque la dimension conclusive de cette troisième proposition. On est donc confronté à un paradoxe, puisqu'il y a une rigueur dans le raisonnement et un lexique scatologique qui est utilisé. Et puis, il y a l'évidence du propos, parce que, en réalité, ce que dit Gargantua est totalement évident. Mais, alors on peut penser que justement, Rabelais s'amuse ici à imiter le langage des scolastiques, hein, à le parodier, mais à ne mettre aucun contenu à l'intérieur. Néanmoins, c'est cette rigueur du raisonnement qui va impressionner Grangousier, le père de Gargantua. On voit cet émerveillement du père, notamment aux exclamations ici, il y en a 3 quand même, là, puisque ce qui le marque, c'est « tu as du bon sens, docteur, hein, je te ferai passer docteur, beaucoup de raisons pour ton âge ». Alors effectivement, à ce moment du récit, Gargantua doit avoir environ 5 ans. Mais en tout cas, c'est un éloge du... Mais ça a beau être un éloge du père, on est quand même dans un comique scatologique, et le propos de Gargantua reste superficiel. Il est bien structuré, mais voilà. Mais surtout, ça n'a rien à voir avec la raison, d'accord ? Ni le bon sens, ni la raison. C'est pas rationnel. C'est-à-dire que ce à quoi arrive Gargantua, c'est le résultat d'une expérience sensorielle. Et ça, c'est important. Parce que, jusque-là, vous savez que dans l'éducation scolastique, le corps n'a aucune place. Or, ce que met en avant ici Rabelais, c'est que par l'expérience sensorielle, Gargantua va arriver à une conclusion qu'on verra plus tard. Ainsi, poursuit ce propos torcheculatif, je t'en prie, et par ma barbe, etc. Donc ici, ce qu'on a surtout, c'est la récompense, mais le gigantisme, hein, qui est tout présent dans toute l'œuvre, parce que 60 fûts, ça fait quand même... Enfin, chaque fût faisant 200 litres, vous pouvez imaginer la quantité de vin que ça fait. Reprise du propos de Gargantua. Je me torchais ensuite, dit Gargantua. On notera ici l'emploi du jeu, hein, c'est important, c'est aussi la preuve que c'est une expérience sensorielle, personnelle. C'est l'expression de sensation corporelle qu'on va avoir dans ce que va nous dire maintenant Gargantua. Donc, avec un coup de chef, un oreiller, etc., l'énumération ici de cette liste hétéroclite aboutit à l'élimination de ce qui est déplaisant. Oh, quel déplaisant torche-cul. Or, quand on élimine ce qui est déplaisant, c'est qu'on recherche le plaisir. Ou au moins, ce qui est agréable ou bon pour le corps. Donc on voit bien que ce propos s'enracine dans la recherche d'une relation au corps qui soit meilleure. Puis avec un chapeau. Et notez que des chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, etc. Alors, le chapeau, d'abord, c'est ce qui est en haut du corps. Et il y a sans arrêt dans ce texte un basculement, et dans tout le texte de Rabelais d'ailleurs, un basculement entre haut et bas. Le comique repose sur ce qu'on appelle le bas corporel. Ici, on a le chapeau. Le chapeau, donc, c'est ce qui est en haut. On verra après pourquoi c'est important. Et notez, ici, l'impératif, évidemment, permet d'impliquer le père, mais aussi le lecteur, hein, dans cette recherche de plaisir. L'évocation des types de chapeaux, ras, à poil, veloutés, en taffetas, en satin, font tous référence à une expérience sensuelle, physique, du toucher. Hein. La sensation tactile, physique, que les chapeaux procurent, donne au corps une place particulière. Et là aussi, l'éducation scolastique ne laisse pas de place au corps. Pour en arriver à une déduction, le meilleur de tous est celui à poil, car il nettoie très bien la matière fécale. Et là, on a à la fois l'association à la fois de la douceur, hein, celui à poil, et de son efficacité, de sa fonction efficace, d'accord ? Il nettoie très bien la matière fécale. Et ce qui relie les deux ensemble, c'est la conjonction de coordination car, d'accord ? Donc ici, on a le lien entre l'utilité et le plaisir. Puis je me torchais, etc. Donc,
le puis ici, l'adverbe puis, poursuit l'énumération de cette liste. En même temps, pendant toute cette liste, la narration est suspendue, il n'y a pas d'action. Et c'est au profit du comique. L'énumération, elle cherche à faire rire le lecteur. Là, dans cette liste animalière, au moins en partie, il y a des éléments qui montrent que ça demande des efforts à Gargantua. La peau d'un veau, on ne sait pas s'il a dû le tuer, le lièvre, ça court vite, le pigeon et le cormoran volent, donc il a fallu qu'il se donne beaucoup de mal, en fait, pour faire cette expérimentation. Et puis on a ici un sac d'avocat et un capuchon de moine, une coiffe, un leurre. Sac d'avocat et capuchon de moine, par exemple, font référence à des professions intellectuelles. Au final, absolument tous les objets peuvent être subvertis. C'est le carnaval, hein. C'est le bas corporel et c'est la subversion du carnaval. Les choses s'inversent. Et puis arrive la conclusion de Gargantua, et on voit que donc la structure du texte est bien là. Hein. Mais pour conclure, on a ici « je dis et je maintiens ». Alors, on remarquera les deux pronoms personnels répétés, enfin le je qui est répété 2 fois, « je dis » et « je maintiens ». D'accord ? Donc une insistance. En plus, ces pronoms sont sujets du verbe « dire » et « maintenir hein, », qui insistent sur la certitude à laquelle arrive Gargantua au terme de son expérience. Qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul, il n'y a pas de meilleur, c'est une forme superlative. C'est l'aspect indiscutable de sa découverte. Seulement, cette découverte, elle va surprendre le lecteur, voire le choquer, parce que le meilleur torche-cul, c'est un oison bien duveté. Or, l'oiseau en général est plutôt synonyme de délicatesse, de grâce, de légèreté, enfin, ce que vous voudrez, mais de ce domaine-là en tout cas. Or ici, c'est un oison, c'est-à-dire un petit oiseau, pour être exact, c'est le petit de l'oie. Alors c'est pas le plus léger des oiseaux, mais c'est quand même un petit oiseau. Et donc le contraste est violent entre cet oison et la fonction que lui attribue Gargantua. Et c'est d'autant plus choquant et violent qu'on a la deuxième partie de la phrase, introduite par la conditionnelle, hein, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes, à la condition que. Et là, on a une image assez cruelle de ce qu'il advient de cet oison, mais c'est pour le bien de la science, si on peut dire, c'est la recherche du plaisir maximum. Et croyez-moi sur mon honneur, donc on retrouve ici l'impératif qui associe le père, mais aussi le lecteur, et le vous, hein, aussi, qui a le même rôle. Vous ressentez au trou du cul une volupté mirifique. Alors ici, on va avoir une série de termes qui sont liés à la sensation, mais aussi au plaisir. Volupté mirifique, douceur, chaleur tempérée de l'oison. Ce lexique donne le sentiment d'une satisfaction physique. Hein. Il y a jouissance dans l'expérience, parce que volupté mirifique l'indique. Alors, laquelle facilement est communiquée au boyau du cul et aux intestins jusqu'à parvenir à la région du cœur et du cerveau. Eh bien oui, parce que cette expérience, elle passe nécessairement par le corps. Et on va noter un vocabulaire médical, alors certes un peu enfantin, parce que boyau du cul, ça fait pas très sérieux, mais on a intestin, région du cœur et du cerveau. Que le langage médical soit un peu léger, c'est normal, le Gargantua n'a que 5 ans d'abord. Mais en tout cas, ce que cherche à faire Gargantua, c'est d'expliquer d'un point de vue anatomique la sensation de plaisir qui est associée au torche-cul qui est l'oison. Et surtout, comment du bas, la sensation s'élève vers le haut. Hein. Ça part du corps et ça part du bas, boyau du cul, ça passe par les intestins et ça arrive jusqu'au cerveau. C'est-à-dire que c'est du bas vers le haut. Or, ça va à l'encontre de la scolastique, ça aussi. C'est-à-dire que le corps ne doit pas être ce qui permet d'accéder au spirituel. L'idée de plaisir est totalement inexistante aussi dans la vision scolastique. Et pour justifier de cette expérience et de cette conclusion à cette expérience, Gargantua va s'appuyer sur en quelque sorte des arguments d'autorité. Et ne croyez pas que la béatitude des héros. Alors, la béatitude des héros, évidemment, c'est quand même le bonheur parfait. Et ce bonheur parfait des héros et des demi-dieux, il n'est pas là où on croit qu'il est d'ordinaire.
il n'est pas dû ni à l'asphodèle, ni à l'ambroise, ni au nectar, qui sont des plantes qui permettent d'atteindre à l'immortalité, qui sont très symboliques en fait, puisque ces héros sont aux Champs-Élysées. Ce bonheur parfait des héros, il ne vient pas de ce qu'on croit, mais elle est à mon avis due à ce qu'il se torche le cul avec un oison. C'est-à-dire que Gargantua est arrivé au bonheur parfait, à la perfection. Et il y est arrivé par une recherche empirique, c'est-à-dire par l'expérience. Et par une expérience qui débute dans le bas du corps et qui mène à la sensation du bonheur qui, lui, se situe dans la tête. Donc, toujours le bas vers le haut. Et pour encore appuyer son propos, telle est l'opinion de maître Jean d'Écosse. Alors là, évidemment, Rabelais s'amuse en citant Jean d'Écosse, qui probablement est en réalité Jean Duns Scott, le docteur subtil, c'est-à-dire le fondateur de l'école scolastique, mais qui jamais certainement n'aurait dit ça, mais c'est pour Rabelais un moyen de critiquer ce scolastique qu'il avait déjà bien abîmé au chapitre 7. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que dans sa conclusion, donc, Gargantua associe la béatitude des dieux et des demi-dieux, des héros, au fait que, comme lui, ils se torchent avec un oison. Et que, comme lui, ils ont compris que la sensation procurait le bonheur. Bien, ainsi ce passage du chapitre 13 dépasse largement sa dimension scatologique première. Rabelais, il montre un enfant qui cherche à saisir le monde pour le connaître, le nommer et le maîtriser. La démarche empirique de Gargantua, c'est une démarche presque scientifique. On cherche jusqu'à trouver. C'est la connaissance du monde par les sens, qui annonce les principes de l'éducation de Ponocrate, donc de l'éducation humaniste, parce que l'éducation humaniste va laisser une grande place au corps, contrairement à l'éducation scolastique. Expérimenter par soi-même et donner toute son importance au corps. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen d'aboutir à l'épanouissement de l'homme dans tous ses aspects, et comme nous l'annoncions dans notre fil directeur, c'est un nouvel idéal du corps, un nouvel idéal où le corps et l'esprit cohabitent pour le bonheur de l'homme. Or Gargantua a trouvé le bonheur en trouvant son torche-cul.